T'es dans la merde maintenant. Une prof qui braque ses élèves. Putain, tu as morflé. Un professeur au bout du rouleau qui prend en otage ses élèves, comme dans La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld. Cela reste de la fiction, mais jusqu'à quand? C'est la question qu'on peut se poser tant les faits divers et les tensions semblent s'accumuler dans la réalité. Dans l'actualité ce soir, un collégien de 13 ans a blessé sa professeure de mathématiques d'un coup de couteau. Suite de la violence scolaire qui se radicalise après l'agression d'un élève au cutter hier à Thiers. Une vingtaine de personnes armées de barres de fer ou de couteaux ont fait intrusion dans un établissement de Gagny. Il y a 12 blessés, élèves, surveillants et enseignants. Le 10 mars 2009, une bande cagoulée organise une expédition punitive dans un établissement de Seine-Saint-Denis et l'on entend Xavier Darcos et Nicolas Sarkozy parler de portiques de sécurité à l'entrée des lycées. Les établissements scolaires doivent être sanctuarisés, à l'abri de toute forme de violence. C'est une priorité absolue pour les autorités de l'État. 2 mois plus tard, c'est un professeur qui se fait poignarder par un élève de 5e dans la petite ville de Fenouillet. Ça s'est passé chez nous et bon, on s'aperçoit que c'est partout, quoi. Ça peut arriver n'importe où. Une angoisse partagée par tous, si l'on en croit les sondages, la France a peur. Pour que 90% des Français s'inquiètent de l'évolution de la violence à l'école et que 93% d'entre eux demandent le renforcement du personnel de surveillance et plus de 80% pour les enseignants, c'est que le problème est jugé comme étant prioritaire, important, et donc là les Français attendent des actions pour régler ce problème. Mais les actes violents ont-ils réellement augmenté? C'est une question à laquelle il est d'autant plus difficile de répondre que le dispositif qui les recensait a été supprimé. C'est très dommage d'avoir mis fin à l'existence de cet observatoire qui donnait des informations à peu près objectives. On a voulu, si j'ose dire, casser le thermomètre, pensant faire baisser la fièvre. Et peut-être cacher que 10% des établissements concentrent à eux seuls 50% des problèmes. Il n'y a pas une explosion de la violence à l'école, c'est important de le situer. Sur les derniers chiffres qu'on a, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a plutôt une forme de stabilité en France, sur l'ensemble du territoire, mais qui masque un creusement des inégalités devant la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collèges qui sont classés en ZEP ou classés sensibles, etc., sont des établissements qui subissent plus que d'autres des problèmes de violence et que cette inégalité-là, entre ces établissements et les autres, a tendance à se creuser. Et ce n'est pas un hasard si c'est au lycée Adolphe Chériou de Vitry-sur-Seine, puis au lycée Apollinaire de Thiers, qu'à la suite d'agressions par des bandes extérieures, les professeurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait. On dit au gouvernement, on dit au recteur, voilà, on ne peut plus travailler dans des conditions décentes dans ce type d'établissement. Il faut qu'ils nous apportent les solutions. Mais alors que l'Éducation nationale supprime encore 16 000 postes cette année, Luc Châtel n'a pas grand-chose à offrir d'autre que quelques équipes mobiles de sécurité et des états généraux sur la violence à l'école au mois d'avril, histoire de prendre peut-être enfin la mesure d'un problème qui dépasse largement la seule dimension sécuritaire. Véronique Bouzou, Emmanuel Davidenkoff, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Céline Joly à propos d'événements graves qui se sont déroulés dans les établissements scolaires de la région parisienne dernièrement, qui nous conduisent à nous poser la question violence scolaire, que faire? Alors j'ai souhaité en parler avec vous ce soir. Vous, Véronique Bouzou, parce que vous êtes professeur de lettres dans un collège de la région parisienne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le malaise des enseignants. Le dernier en date, c'est Ces profs qu'on assassine chez Jean-Claude Gazévich, dans lequel vous semblez regretter qu'on oublie une des premières composantes victimes de la violence scolaire, qui sont les enseignants. Et vous avez pris récemment position dans le Figaro, dans un article, pour, j'allais dire, la scolarisation hors les murs des élèves qui poseraient problème. Vous, Emmanuel Davidenkoff, vous êtes un spécialiste de l'éducation, vous êtes la voix de France Info. Vous avez publié « Réveille-toi Jules Ferry, ils sont devenus fous ». Comment les programmes du collège envoient nos enfants dans le mur. C'est chez O Éditions. Et vous ne vous faites pas, comme vous dites, des amis chez vos collègues journalistes, parce que vous avez en même temps aussi une critique assez sévère du système éducatif, on va dire. Alors, revenons à cette violence scolaire, à sa réalité. Pour vous, Véronique Bouzou, est-ce qu'on amplifie, est-ce qu'on exagère, ou est-ce qu'on se trompe sur la violence scolaire actuellement dans les établissements? Non, je ne pense pas qu'on amplifie, malheureusement. J'aimerais que ce soit le cas. La violence, elle est quotidienne. Et les faits divers qui remontent dans les médias sont la partie émergée de l'iceberg. Les incivilités sont quotidiennes. Et moi-même, dans le collège où j'enseigne, je sais que la plupart des incidents ne remontent pas
au ministère. D'accord. Donc les chiffres que l'on nous donne dans la presse sur la violence scolaire sont des chiffres partiels, tronqués, présentés d'une façon tendancieuse, Emmanuel Davidenkoff? Non, ça dépend du thermomètre. Moi, je m'étais amusé à comparer différentes sources et ce qu'elles racontaient de la réalité quotidienne. Par exemple, j'ai publié tout récemment sur mon blog un certain nombre d'informations qui remontent au ministre de l'Éducation nationale. Alors, donc ça, c'est filtré, en 4 journées en l'occurrence. Ouais. C'est filtré donc par les recteurs d'académie. C'est important, un recteur, ça rend préfet dans la République, donc c'est pas rien. Alors qu'est-ce qu'il signale? Il va signaler effectivement des faits extrêmement graves qui touchent aux élèves, qui touchent aux enseignants, qui parfois touchent aux biens. Mais ce qui fait peut-être... Je vous le souhaite pas, Véronique, mais ce qui fait peut-être le quotidien, votre quotidien, en tout cas ce qui fait le quotidien de beaucoup trop d'enseignants aujourd'hui, à savoir des incivilités, du brouhaha, de la bousculade, du racket, des insultes, des coups, enfin tout ce qui rend la vie en collectivité et la possibilité d'enseigner, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir enseigner. Tout ce qui rend ça terriblement difficile aujourd'hui ne remonte pas au niveau du ministre. Bon, si vous prenez les signalements qui sont émis... Vous demandez pourquoi? Parce que ça ne menace pas l'institution. Moi, ma conviction, c'est ce qui remonte au ministre, ce sont y compris des situations où l'institution est menacée. Moi, j'étais très surpris. Par exemple, il y a un cas de suicide qui est remonté parce que le père menaçait de porter plainte contre l'établissement. Bon, il y a beaucoup plus de suicides de jeunes que ça, et je pense que c'est aussi parce que l'institution risquait d'être menacée. Oui, je voudrais revenir par rapport à ce que les ministres savent quand même des choses. Moi, j'ai rencontré Xavier Darcos l'année dernière et je lui ai raconté ce qui se passait. Donc, ils savent les choses, mais en effet, ils n'ont pas l'impression vraiment d'être intéressés puisque leurs propres enfants, soit vont à l'école privée, soit vont à l'école publique, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Vous pensez que c'est la seule raison ? Entre autres, je pense que si vraiment ils avaient l'impression que ça pouvait, que la violence pouvait leur remonter vraiment, de toucher leur propre chair, leurs propres enfants, peut-être que là ils se diraient bah oui, on va essayer de faire quelque chose. Là, nous enseignants, on est lâchés en première ligne. On a des chefs d'établissement aujourd'hui qui reprochent aux enseignants de ne pas exclure d'élèves de leur classe, et on fait comprendre aux enseignants que s'ils excluent des élèves de leur classe, c'est de leur faute, c'est qu'ils manquent d'autorité. Donc on nous demande de réagir avec diplomatie, de mettre de bonnes notes à nos élèves pour ne pas justement que nos élèves soient... Emmanuel Davidenkoff, est-ce qu'on n'est pas à l'Éducation nationale, comme on l'a reproché à la police, dans la culture du chiffre, à savoir que les établissements sont notés, qu'il y a des classements et qu'on est obligé de satisfaire à certains critères? Qu'un chef d'établissement, dans un établissement qui est un établissement fragile en termes de recrutement social, ait envie et besoin de protéger la réputation de son établissement pour pas que le truc sombre complètement, journalistiquement, ça me contrarie et j'ai envie de raconter la vérité et j'essaye de le faire de temps en temps. Civiquement, ça me choque pas. Je comprends. Je veux dire, je serais à sa place, je ferais pareil. C'est-à-dire que j'aurais pas envie que ça se sache, parce que je me dis, c'est la barque et la baraque est déjà assez compliqué à porter comme ça. Si en plus, je perds la confiance d'un certain nombre de familles qui me confient leurs enfants, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose de très très compliqué. Oui, mais la suppression de la carte scolaire a augmenté ça. C'est-à-dire que maintenant... Oui, mais c'est annoncé, ça a été annoncé depuis très très longtemps. Enfin, je veux dire, les effets de la suppression... En plus, le pire, c'est que c'est pas une vraie suppression de la carte scolaire, au sens où les gens ne choisissent pas librement leur établissement. Ça, c'est un mensonge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais beaucoup de parents qui mettent dans le privé. Mais ça, la carte scolaire n'a rien à voir avec ça. Donc, la concurrence aussi s'est accrue entre... Ah oui, mais ça, la carte scolaire n'a rien à voir. Oui. Et justement, l'écart se creuse maintenant entre le public et privé. Parce que moi, j'ai beaucoup de parents d'élèves qui viennent me voir et qui me posent la question, est-ce que vous pensez que mon enfant, je dois le mettre à l'école privée pour qu'il soit à l'abri de toute violence? Et voilà, les questions qui se posent aujourd'hui. Et parfois, dans les classes, il suffit de 3 élèves sur 25, sur 26 pour casser un cours. Véronique Bouzou, c'est ce qui vous a conduit, parce que vous avez pris des positions très radicales, j'en parlais au début, à proposer ce que j'appelle la scolarisation hors les murs, c'est-à-dire de rappeler que dans la scolarisation obligatoire, la scolarisation n'est pas obligatoirement faite dans les écoles et qu'elle pouvait être prise en charge par les parents ou par des institutions extérieures. Vous proposez donc qu'on ne va pas dire qu'on les exclut, mais qu'on les scolarise en dehors des établissements, ce qui revient au même. Disons, voilà ce que je propose. Je reviens à la loi Jules Ferry de 1882 qui disait que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et je vois aujourd'hui dans mes classes des élèves qui sont réellement en rupture, qui ne se sentent pas bien au sein de la classe et qui multiplient en fait les mauvaises notes depuis qu'ils sont en CP. Et arrivés à l'âge de l'adolescence, qui est un âge quand même assez difficile, leur seule manière finalement de se faire reconnaître, c'est de passer pour le petit caïd.
Et donc, ils jouent les durs, ils empêchent les autres de travailler. Et ce qui s'est passé pour le jeune Hakim qui a été tué, il a quand même été tué par un élève qui avait été exclu 2 fois d'un établissement scolaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un élève est exclu, immédiatement, l'inspecteur d'académie fait en sorte qu'il soit réintégré dans un autre établissement scolaire. Oui, parce que la scolarité est obligatoire. L'instruction est Mais obligatoire. Véronique, moi, ça me met en colère, ce truc-là. Ce qui me met en colère, c'est pas que vous pensiez ça, c'est que on est un des pays les plus riches du monde. Un des plus riches du monde. On est un pays où il y a 800 000 enseignants qui ont tous fait des bacs plus 3, plus 4, plus 5, il y a de la culture. Tout le monde est allé à l'école. On en arrive dans un pays comme celui-ci à ce que des enseignants qui n'ont qu'un seul souci, et ça je n'en doute pas une seconde, ni du vôtre ni de celui de tous vos collègues, qui est de réussir à enseigner des choses à des élèves, à une jeunesse, puis soit capable de dire, on va prendre une portion de la jeunesse, puis on la renvoie à la maison quand on sait ce qui se passe à la maison. Vos solutions. Je comprends. Je le propose, comment dire, les enfants dont vous parlez en question, ce ne sont pas des enfants en difficulté qui veulent travailler. Ce sont des enfants qui terrorisent les autres. Aujourd'hui, on pourrait éventuellement envisager, de toute façon, il y a le CNED qui existe, et il y avait aussi vous avez été comme moi voir les familles où ils sont ces enfants. On responsabilise vous imaginez les familles. Parce que moi, je vois une famille qui ferait la démarche d'aller elle-même demander d'être accueillie dans un autre établissement scolaire, prendrait les gens à la mesure de la gravité de l'acte de son enfant. Parce que moi, pour convoquer les parents d'élèves parfois, mais c'est dramatique, j'appelle les parents leur disant voilà ce qu'a dit votre enfant. Qui ne vous obéissent pas à vous. Il faut que je vienne L'incarnation de l'autorité, vous croyez que ces parents-là, qui ont du mal à expliquer à leurs enfants, et c'est sans doute pareil à la maison, ne serait-ce que les règles de la vie en collectivité, vous croyez que ces parents-là, vous leur délégueriez, vous, enseignants, professeurs de lettres, l'enseignement de la littérature française. Dans l'idéal, moi j'envisage des internats où on mettrait ces élèves-là un petit peu, on les sortirait de leur ghetto, et puis il y a bien sûr des moyens à mettre en place. Mais au bout d'un moment aussi, il faut prendre des situations d'urgence. Ces élèves-là qui menacent l'ordre établi, en tout cas dans la classe, et qui vraiment mettent en péril l'éducation de tous, au bout d'un moment, on peut les exclure de la classe et puis tenter de trouver d'autres solutions. Emmanuel Davidavka, vous sentez, il y a une demande. Elle heurte des principes républicains. C'est ce que vous ressentez. Mais qu'est-ce que l'on peut proposer de pratique, de tangent, d'efficace à des enseignants qui vous disent que fait-on de ces élèves qui nous empêchent d'enseigner? Moi, si j'avais des solutions, je ferais de la politique, je ne ferais pas du journalisme. D'accord. Bon, maintenant, je peux vous dire ce que je vois en faisant ce métier. Ce qu'il m'est arrivé de voir dans un certain nombre d'établissements, que ce soit des collèges ou des lycées professionnels qui étaient en situation difficile, et en les suivant sur le temps, c'est que quand on aide les gens et quand les gens travaillent ensemble, c'est la seule clé. Que des enseignants ne bénéficient quasiment d'aucune, ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire la formation pour adultes. Je trouve ça scandaleux. Vous ne pouvez pas faire un métier comme celui-ci pendant 15, 20, 25 ans. À aucun moment, on vous dit, allez, pendant une semaine, pendant 15 jours, on va faire le point sur un certain nombre de choses. On va essayer de vous écouter, d'écouter vos problèmes. Un plan académique de formation, vous savez qu'il y a des formations. Oui, avec 0 moyen derrière. Ça, c'est une notoriété publique, formation continue, voilà, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de moyen de remplacement. Vous êtes d'accord? La formation continue. Formation initiale. Bon, est-ce que les enseignants qui vont arriver devant des élèves avec quasiment aucune expérience, puisque c'est l'effet de la réforme de la formation des enseignants, ça va contribuer à améliorer les choses. Il faudrait les avoir fait survivre déjà, on est en train de les supprimer. Donc si vous voulez, c'est assez mal barré. Et puis la dernière chose, mais là je passe très vite, il y a un vide intersidéral, c'est le collège. Bon, moi je veux bien, on fait des réformes du primaire en disant il faut que les enfants sachent lire et écrire. Certes, on le sait. On fait une réforme du lycée, pas toujours tout très bien compris, je veux bien sur le sens général qu'elle sera très bien, admettons. Mais enfin, le moment où les problèmes se nouent, c'est quand même le collège, parce que c'est le moment du tri, c'est le moment de la hiérarchisation, c'est le moment de l'adolescence. En tout cas, c'est la façon dont il est géré aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est vrai que le chef d'établissement, pour moi, est un capitaine de navire, et que si les enseignants pouvaient compter sur le chef d'établissement et leur hiérarchie, les inspecteurs pédagogiques, si un moindre petit acte d'incivilité, il y avait une réponse adéquate et qu'on n'attendait pas justement la surenchère des actes, si on arrêtait les actes de violence dès le début. La politique du carreau cassé, ça marche. Je pense que c'est là aujourd'hui. Je propose je propose qu'il y ait un code commun et qu'on soit intransigeant. Parce que je pense aussi par rapport au collège unique, je pense que malheureusement, ça ne marche pas aujourd'hui. C'est un petit peu, si vous voulez, le mythe de l'égalitarisme. On est d'accord. Je considère qu'il y a des élèves qui souffrent aujourd'hui dans les collèges, qui seraient mieux ailleurs. Faut être orienté différemment. Orienté différemment. Et le mot enseignements professionnels, par exemple. Oui, et puis le mot orientation n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que la voie professionnelle pourrait être une voie royale. Et je considère, dans l'absolu, encore dans l'idéal, pour envisager des cours de niveau, c'est-à-dire qu'un élève aurait le niveau 5 en maths,
le niveau 1 en français et en cours d'année, il changerait de niveau. Parce qu'il peut être bon en mathématiques et mauvais en français. Un mauvais élève pourrait, voilà... Enfin, Emmanuel Davidenkov, quand vous entendez toutes ces solutions très pratiques, qu'est-ce que vous pensez quand j'ai posé cette question, la violence scolaire, que faire en premier, que faire en urgence? Très sincèrement, je pense qu'il faut aider les personnels et pas que les enseignants, parce que ce sont eux qui sont au front. Et effectivement, le sens de l'école, c'est de pouvoir transmettre des choses dans de bonnes conditions. C'est de pouvoir permettre à des enseignants d'accueillir des élèves, quand je dis des enseignants, des adultes, en leur disant on sait te protéger aussi. Donc je crois que ça c'est une urgence, c'est une priorité. Maintenant le reste, je n'arrive pas à penser que une fois de plus, dans un pays riche comme le nôtre, quand je dis riche, riche d'éducation, riche de culture, riche de valeurs, on ne puisse pas trouver la ressource qui puisse dire, bon ben voilà, on va adapter nos établissements scolaires de sorte à ce que tous les enfants de ce pays puissent, à l'intérieur de ces établissements scolaires, trouver leur voie, moins les N% je sais pas, de fous, de malades, de ce que vous voulez, de gens qui tuent, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Votre conclusion, là. On a après ce rappel de principes républicains qu'on partage tous, je pense. Oui, on partage les principes républicains. Moi, l'école républicaine m'a permis justement d'être professeur, tout simplement, déjà. Et à moi d'être journaliste. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'école républicaine n'est plus ce qu'elle était avant. Et elle ne permet plus, n'est plus un moyen de tremplin social. Et que malheureusement, je trouve que pour beaucoup d'élèves aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de laxisme aussi à l'école. Il faut restaurer l'autorité dans les salles de classe, l'autorité du professeur, parce que sans autorité, on n'enseigne rien et c'est du n'importe quoi. Et faire en sorte que les élèves qui refusent tout simplement d'écouter le professeur, qui se montrent violents, qui brandissent l'ignorance comme un étendard, qui crachent sur les valeurs républicaines et qui développent des pratiques communautaires et entre eux et entre les professeurs, là, il faudrait vraiment être intransigeant et puis faire valoir nos valeurs. Et peut-être qu'en étant fiers de nos valeurs, fiers de ce que représente la France, on donnerait envie à cette jeunesse de nous suivre. On peut être fier de ces valeurs. Moi, votre débat a résonné. Je viens de la Seine-Saint-Denis. J'ai enseigné 25 ans dans les filières technologiques. Et je trouve qu'effectivement, il y a encore de l'avenir de ce côté-là. Il faut l'espérer. En tout cas, il ne faut pas y renoncer.